Lucas Aubin, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Bonjour, déjà merci de m'inviter, c'est très gentil. Je m'appelle Lucas Aubin, je suis directeur de recherche à l'IRIS, donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je travaille principalement sur la géopolitique de la Russie et j'élargis mes centres d'intérêt de recherche souvent à l'espace post-soviétique aussi pour justement comprendre les influences, les dynamiques de la Russie au sein de cet espace de plus en plus morcelé. Alors, justement, la Russie, un pays plus que sur le devant de la scène médiatique. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a prononcé officiellement l'annexion de certaines régions ukrainiennes, donc désormais officiellement, selon Moscou, russe. Est-ce que ça change véritablement quelque chose au conflit ? Alors, ça change quelque chose au conflit, bien sûr. Déjà, il faut bien comprendre qu'il a annexé, donc effectivement, officiellement, ces 4 régions russes, mais il n'est montré nulle part sur les cartes géographiques actuellement en Russie quelles sont les délimitations de ces annexions. Et ça signifie du coup que les autorités russes se réservent le droit de modifier dans un sens comme dans l'autre, donc plus ou moins à l'intérieur de l'Ukraine ou plus ou moins proche de la Russie, en fonction de l'évolution de la guerre sur le terrain. Donc c'est-à-dire que les forces russes, concrètement, se laissent à la fois une porte de sortie et une porte de pression. En tout cas, pour le moment, à l'heure où on discute tous les deux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette idée un peu de fuite en avant chez Vladimir Poutine, qui est très forte depuis à peu près 3 semaines environ, depuis que les contre-offensives ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, justement, se révèlent assez efficaces sur le terrain. Vladimir Poutine a décidé de prendre les devants, entre guillemets, enfin de prendre les devants, plutôt de prendre le taureau par les cornes et de réagir de façon très concrète. Pour faire clair, il est en train de perdre énormément de batailles actuellement. Son armée est en grande difficulté et il faut sanctuariser en fait des victoires. En réalité, quelle qu'elle soit. Il faut que cette guerre n'ait pas servi à rien, quoi qu'il arrive. Et d'où ces référendums qui ont été organisés en quelques jours, en réalité, qui ont vu évidemment des scores pharaoniques sortir du chapeau. Donc on est à chaque fois à plus de 90% de personnes favorables à l'annexion, bien sûr. Il faut rappeler évidemment que ces référendums vont à l'encontre de toutes les lois internationales et qu'ils ne seront probablement jamais reconnus, un peu comme pour la Crimée, évidemment. Mais ça n'empêche qu'il a réussi, par ces référendums, Vladimir Poutine, à sanctuariser une partie de l'Est de l'Ukraine. Le problème étant que ces 4 zones sont actuellement encore sous conflit militaire, et donc que les forces ukrainiennes, elles continuent en fait d'avancer et de se rapprocher, doucement, mais sûrement, visiblement, des frontières de la Russie, en réalité, et que, techniquement, Vladimir Poutine pourrait très bien dire, dès maintenant, que son territoire, que le territoire de la Fédération de Russie, est actuellement sous occupation ukrainienne, et sous les feux, finalement, des puissances occidentales et de l'Ukraine réunies. Et si jamais il devait faire ça, et ça renvoie à ce que je disais au début, justement, sur le fait que les frontières sont encore floues, c'est à mon avis volontaire, parce que si jamais il devait faire ça, ça signifierait que, selon la doctrine nucléaire russe, les autorités russes auraient l'autorisation d'utiliser la bombe nucléaire concrètement pour repousser les forces ennemies, puisque selon la doctrine russe justement, lorsque c'est l'intégrité territoriale de la nation russe qui est menacée, alors tous les moyens sont autorisés pour justement repousser l'ennemi. Et dans ce contexte-là, on voit bien que finalement, quand il nous reste qu'une option en tant qu'État, à savoir utiliser l'arme nucléaire, ça signifie véritablement qu'on est au pied du mur. Et la question du nucléaire est une question en soi, mais très rapidement, si jamais les autorités russes devaient faire usage d'une petite ogive nucléaire ou d'une plus grosse, mais qu'importe, l'arme nucléaire reste l'arme nucléaire, alors le risque de Vladimir Poutine ne serait pas d'être uniquement isolé des puissances, par les puissances occidentales et des puissances occidentales, mais aussi par le reste du monde, Chine comprise, puisque, bien entendu, la Chine n'accepterait pas non plus que la Russie franchisse ce cap. Alors j'imagine qu'en ce moment, vous devez avoir, en tant que spécialiste de la Russie, beaucoup de travail. On vient d'évoquer l'annexion officielle de certaines régions ukrainiennes. Il y a quelques jours, la semaine dernière même, on avait parlé des fameuses fuites dans le gazoduc Nord Stream. Alors, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Est-ce que le conflit qui déjà prenait une tournure énergétique passe à la deuxième étape d'un conflit global, ou est-ce que finalement c'est une sorte de... Il n'y a pas de véritable rapport entre la guerre d'un côté et ces fuites ou ces prétendus sabotages sur le gazoduc ? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que l'événement en soi
et d'un point de vue géopolitique exceptionnel. C'est-à-dire que il y a 7 mois, avant le début de la guerre, il y aurait eu des explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ces explosions rendent les gazoducs caducs, si je peux me permettre. Et c'est-à-dire qu'en clair, ils ne peuvent plus fonctionner actuellement. Donc on ne peut plus transférer de gaz vers l'Europe via, en tout cas, ce lien-là, qui était qui reliait d'un point de vue physique, finalement, l'Ouest européen à la Russie. Cet événement se serait déroulé il y a 7 mois, ça aurait été quelque chose, ça aurait été une bombe en fait, dans l'espace médiatique occidental, mais aussi mondial. Il s'avère que dans les faits, actuellement, on sait juste qu'il y a eu 4 explosions, que les gazoducs ne fonctionnent plus, mais par contre, on ne sait pas qui a réalisé ces explosions. Il est évidemment très improbable, hautement improbable que ce ne soit pas lié à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr. Après, qui est à l'initiative? Il y a plein de coupables et de mobiles possibles, finalement. On peut évidemment imaginer que ce sont les forces russes qui ont décidé de sanctuariser encore un peu plus, de concrétiser, finalement, la rupture de lien d'un point de vue gazier entre l'Union européenne et la Russie. On peut imaginer que c'est potentiellement Washington, les États-Unis, qui ont décidé que justement il fallait aller encore un peu plus loin dans cette rupture avec la Russie et dans les sanctions, et qu'en faisant ça, finalement, on empêche la Russie un possible retour en arrière. On peut imaginer que ce sont les pays baltes ou les Polonais qui sont les plus radicaux en Europe, finalement, en Europe centrale et Europe de l'Ouest, mais qui, en fait, souhaitent, eux, couper véritablement les ponts avec la Russie et surtout la faire perdre par tous les moyens. Donc voilà, pour le moment, plein de mobiles, plein de coupables possibles, entre guillemets, mais on n'a aucune certitude. Tout ce qu'on peut dire, par contre, c'est que Vladimir Poutine, dans son discours d'annexion des 4 nouvelles régions russes, entre guillemets, il a dit que ça viendrait de Washington. Et évidemment, on peut difficilement actuellement croire Vladimir Poutine, donc on peut tout à fait aussi imaginer que c'est une stratégie russe pour retourner et créer en fait un narratif contre les puissances occidentales en disant, vous voyez, ce sont les États-Unis qui dirigent le monde, qui mènent cette guerre et qui finalement cherchent à tirer profit le plus possible de ce conflit. Et dans le narratif russe, si on va encore plus loin, ce serait une façon pour les Américains de vendre encore plus de gaz schiste en Europe. Mais évidemment, pour le moment, on ne peut que dire que supputer, et c'est probablement une énième théorie du complot. Alors, vous parlez justement du conflit, vous parliez au début de notre discussion des nombreuses batailles perdues par l'armée russe. Alors justement, sur le front ukrainien, donc à ce jour, donc le 6 octobre, on fait cette interview le 6 octobre, quelle est la situation exactement sur le front ou les fronts ukrainiens? Alors, déjà, moi, je ne suis pas du tout spécialiste militaire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu deux contre-offensives qui ont été menées conjointement à l'est de l'Ukraine, et notamment une en direction de Kherson. Il s'avère que ces 2 contre-offensives, alors qu'on croyait au départ que l'une était un leurre et que l'autre était la réelle contre-offensive, en réalité les 2 fonctionnent. Les 2 fonctionnent et l'armée russe est en train de réaliser retraite sur retraite, de quitter le terrain et de se replier. Évidemment, le nœud principal actuellement, c'est Kherson, où sont positionnés plusieurs dizaines de milliers d'hommes russes qui attendent de pied ferme finalement les forces militaires ukrainiennes. Dans le même temps, il faut savoir qu'on a beaucoup parlé au début de l'entretien effectivement de ces annexions de territoire, mais il y a aussi une deuxième dimension à ce discours de Poutine de ces dernières semaines, c'est la dimension de la mobilisation partielle. Puisque ayant des problèmes sur le terrain, l'armée de Vladimir Poutine est contrainte justement de récupérer des hommes issus de la société civile en Russie. Vladimir Poutine a signé un décret de mobilisation partielle qui mobilise au minimum 300 000 hommes. Pour le moment, on sait qu'il en aurait mobilisé 200 000, et on sait que dans le même temps, entre 300 000 et 1 million de Russes auraient fui le pays de peur d'être justement utilisés entre guillemets par le régime comme de la chair à canon finalement au front. Mais pourquoi c'est important? Parce que quand on passe à la mobilisation partielle, même si celle-ci n'est que partielle, en réalité ça signifie qu'on explique à sa population qu'on est en état de guerre. Même si les mots ne sont pas employés comme ça veut dire qu'on passe un cap en fait dans les têtes de toute la population russe. Et aujourd'hui, ce que je disais, 300 000 personnes peuvent être mobilisées en Russie, mais parmi les mobilisables, il y en a à peu près 25 millions. Donc ça signifie qu'en fait, il n'y en aura peut-être que 300 000,
Mais il y a quand même 25 millions d'hommes en Russie actuellement qui vivent avec une épée de Damoclès sur la tête en se disant qu'on va frapper à leur porte pour leur dire « vous venez et vous partez au front dans quelques jours, quelques heures, je n'en sais rien ». Donc voilà, concrètement, il y a eu un grand basculement dans cette guerre depuis le début des contre-offensives ukrainiennes qui fonctionnent. Et Vladimir Poutine cherche maintenant à envoyer beaucoup plus d'hommes au front pour pouvoir repousser ces assauts. Est-ce que ça suffira? C'est difficile de le dire. Les spécialistes militaires du moment, eux, disent que le problème de la Russie, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes en réalité, mais c'est plutôt l'armement, qui n'est pas assez performant, pas assez moderne, qui a des difficultés à en produire. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie est allée jusqu'à demander à la Corée du Nord et à l'Iran de lui fournir des armes, ce qui signifie d'ailleurs bien que la Russie est dans une certaine mesure isolée. Ce n'est pas la Chine qui fournira des armes actuellement à la Russie, par exemple. Donc, il y a une difficulté russe sur le terrain, il y a une dynamique favorable à l'armée ukrainienne. Après, est-ce que c'est véritablement un tournant dans la guerre? C'est difficile de le dire pour le moment, mais il y a tout de même une dynamique favorable à l'Ukraine. On a pu entendre à droite à gauche depuis le début du conflit des analyses. On a entendu tout et n'importe quoi, parfois contradictoires. Certains observateurs ou observatrices remarquaient que la stratégie du Kremlin au départ était justement de faire une guerre éclair, et puis finalement on se rend compte que c'est pas le cas, sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. Est-ce que finalement cette guerre qui se prolonge à travers les semaines et les mois, elle n'est pas une sorte d'illustration d'une sorte de baisse de puissance de l'armée russe et de la Russie en général? Ah oui, complètement. Je pense qu'il y a eu une erreur de la part de nombreux observateurs, en amont, j'entends, en amont de la guerre, qui jugeaient que l'armée russe et la Russie, au sens large, étaient de retour, et certains disaient que l'armée russe était la deuxième armée la plus performante du monde, devant la Chine et derrière les États-Unis. Il s'avère que Vladimir Poutine avait mis énormément de moyens pendant des années pour donner la sensation que la Russie était de retour sur le devant de la scène. Et Vladimir Poutine a compris une chose dans sa stratégie depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, c'est qu'il est important de paraître. Et parfois, il est plus important de paraître que la réalité en fait, du terrain, puisque justement, avant 2022, les guerres que menait la Russie étaient des petites guerres, entre guillemets, des guerres éclairs, où généralement il n'y avait pas trop de doute sur l'issue du conflit. Et donc, Vladimir Poutine, pendant 22 ans, a fait sienne ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire. C'est au sens de Machiavel, quoi. En gros, l'idée, c'est vraiment de donner la sensation, l'impression qu'on a une puissance plus grosse que la réalité. Jouer sur les représentations, finalement. Il jouait sur la représentation, c'est de la géopolitique vraiment pure, en fait. Là, on est vraiment là-dessus, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, il a utilisé pour ça des canaux médiatiques. On peut penser à RT France, par exemple, on peut penser à Sputnik, pareil, Sputnik France, mais aussi Sputnik à l'international. Deux médias russes, donc RT et Sputnik, qui ont été diffusés un peu partout dans le monde, dans diverses langues, et qui ont justement véhiculé le narratif du Kremlin. Et le narratif du Kremlin, par exemple, c'était quoi? C'était d'immenses exercices militaires réalisés de façon annuelle avec des alliés comme la Chine, avec des alliés comme le Bélarus, par exemple, etc., etc. Et évidemment, ces exercices militaires étaient très impressionnants. Pourtant, il suffisait en fait de regarder les statistiques et les dépenses militaires des uns et des autres pour se rendre compte que la réalité militaire de la Russie était bien moins importante que ça. Un exemple tout simple, en 2022, le budget militaire de la Russie était de 70 milliards de dollars. Alors vous me direz peut-être que ça paraît beaucoup comme ça, mais si on le compare au budget militaire chinois et américain, on se rend compte qu'il y a un écart. En Chine, on est alors de l'ordre de 300 milliards et aux États-Unis de 700 milliards. Donc voilà, 70, 300, 700. Donc on est évidemment très loin des gros ténors actuels que sont les États-Unis et la Chine, et ça se vérifie sur le terrain. Le problème de la puissance de l'imaginaire que Poutine a fait sienne, c'est qu'une fois qu'on se confronte à la réalité, alors là, il n'y a plus de place pour le fantasme, en fait. Et l'armée ukrainienne a été préparée, l'armée ukrainienne a été soutenue par les puissances occidentales tout de suite, à divers degrés évidemment, mais les États-Unis en premier notamment, soutenue d'un point de vue logistique, d'un point de vue de l'armement, on imagine d'un point de vue aussi des renseignements. On sait qu'il y a plusieurs tentatives d'assassinat à l'encontre de Zelensky qui ont été évitées grâce aux services de renseignement américains. Enfin, faut imaginer là que la Russie s'est véritablement cassé les dents en fait, sur le terrain. Et dans un premier temps, l'objectif était clairement de prendre Kiev et de changer de pouvoir. Il y a des rumeurs qui disaient que Yanukovych, l'ancien président déchu pendant le Maïdan en 2014 d'Ukraine, était présent au Bélarus, à Minsk, dans les premiers jours de l'invasion, prêt
à arriver à Kiev et prendre le pouvoir à la place de Zelensky. Et donc, un allié l'idée était de faire basculer finalement, non pas, c'était pas forcément d'ailleurs de conquérir l'Ukraine, il ne l'aura pas fait comme ça en fait, mais c'était comme au Bélarus, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est favorable aux intérêts de la Russie et éviter justement que l'Ukraine ne rejoigne l'OTAN, l'Union européenne, etc. Et donc, face à tous ces événements, la Russie a raté sa guerre éclair. Les 3 premiers jours, on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Puis, elle a essayé de prendre plus généralement l'Est ukrainien, et ça aussi, elle a échoué, et actuellement, elle recule. Donc on a vu 3 temps, concrètement, dans cette guerre. Premier temps, le temps de la guerre éclair et de son échec. Deuxième temps, le temps on essaie de prendre l'Est ukrainien, et on voit ce qui se passe ensuite, un échec également. Et dans le 3e temps actuellement, on cherche visiblement côté russe à sanctuariser l'extrême Est ukrainien pour avoir un trophée de guerre en cas de défaite. Et on attend maintenant le 4e temps. Depuis le début de notre discussion, il y a quelque chose qui me marque, c'est que vous parlez de la Russie, vous mettez en rapport avec ses alliés potentiels idéologiquement parlant ou de circonstances, vous parliez de l'Iran, vous parliez du Bélarus, vous parliez de la Corée du Nord, etc. Et justement, dans le livre que vous venez de sortir, donc Géopolitique de la Russie, qui vient de paraître aux éditions de la Découverte, vous vous posez la question, vous interrogeant, vous disant, est-ce que la Russie n'est pas une puissance isolée ? Alors finalement, j'imagine que vous aviez commencé la rédaction, peut-être même fini la rédaction avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que finalement cette question, est-ce que vous avez une réponse peut-être plus certaine sur l'isolement possible ou non justement de la Russie sur la scène internationale ? Alors c'est une question à laquelle on peut difficilement évidemment répondre, et il y a plein de pistes, mais néanmoins évidemment ma réponse a changé entre le moment où ce livre a été écrit et le moment et actuellement. Et déjà, il faut savoir, petite parenthèse, que le livre a été écrit 2 fois. Ça a été un gros travail. Il a été terminé, en gros, à la fin de l'été 2021. Ensuite, il était en relecture avec ma maison d'édition, donc La Découverte. Et finalement, le 24 février, l'invasion 2022, l'invasion commence. Et c'est là qu'on a décidé avec mon éditrice, Maric Joly, d'attendre avant de réécrire une partie du livre. Et on a réécrit une partie du livre, du coup, entre mai et début août 2022, pour justement essayer de définir les grandes tendances géopolitiques liées à la Russie. Pour le moment, je touche du bois, mais les tendances se précisent et sont dans le sens de ce qu'on a pu écrire, ce que j'ai pu écrire dans le livre. Néanmoins, évidemment, il y a beaucoup de changements, quand même. On va pas se mentir, les choses évoluent très vite, etc. Mais les dynamiques restent les mêmes. Les dynamiques, c'est quoi ? Concrètement, au lendemain de l'invasion russe, il y a un vote à l'ONU pour savoir qui condamne l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. L'immense majorité des pays du monde, là pour le coup, on est vraiment sur une quasi-totalité, condamne cette agression. Puis vient un autre vote pour savoir si justement on sanctionne la Russie. Et là, c'est pas la même chose. Là, on n'a que les pays occidentaux qui décident de voter les sanctions. Et donc là, on voit que finalement, les choses ne sont pas aussi simples. Parce que les pays occidentaux, à l'ONU, ça représente à peine 19% de la totalité des pays du monde. Par contre, les pays occidentaux à l'ONU, ça représente 61% du PIB mondial. Donc clairement, quand les pays occidentaux sanctionnent un pays, ce pays est privé de 61%, plus ou moins évidemment, mais de l'économie mondiale, ce qui est énorme. Et donc la Russie est en très grande difficulté économique, quoi que Vladimir Poutine veuille bien en dire, c'est une réalité factuelle. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on observe, c'est que du coup, Vladimir Poutine, lui, depuis 22 ans, il a cherché à mettre en place une politique multivectorielle, une politique multipolaire, et en fait, il appelait à la création, finalement, d'un monde, il appelle ça lui-même, en russe, polycentrique. Donc on pourrait traduire ça, enfin pas traduire, mais on pourrait appeler ça multipolaire, en fait, c'est la même chose. Hein. Mais le mot polycentrique révèle, parce que ça revient, ça date de l'époque soviétique, et donc c'est assez intéressant. Mais il voulait appeler à l'émergence d'un monde polycentrique. Et lui, il s'opposait frontalement, du coup, très tôt, hein, dès 2007, notamment lors de son discours de Munich, il s'opposait directement aux États-Unis, et il mettait en garde les puissances occidentales, mais aussi l'ensemble des puissances de la planète, contre l'unilatéralisme américain. Et donc, c'était une stratégie qui est, somme toute, assez intelligente. L'idée, c'est de dire, chaque nation se vaut, et on doit tous se concerter ensemble au même niveau. Il ne faut surtout pas qu'un pays soit plus important, ou beaucoup plus important qu'un autre, ou en tout cas domine finalement
l'ensemble de la planète. Évidemment, les États-Unis ont une volonté hégémonique qui est claire, qui est indiquée selon leur propre doctrine, et Vladimir Poutine, héritier de la guerre froide, héritier de l'Union soviétique, souhaitait présenter la Russie comme une alternative, et plus que ça, a souhaité présenter la Russie comme le véhicule d'un modèle, en fait, mondial, à savoir ce modèle multipolaire, etc. Et donc, ça explique pourquoi, notamment, on a eu si peu de pays qui ont condamné la Russie, qui ont décidé de sanctionner économiquement la Russie. Parce qu'en réalité, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Afrique, vous allez en Asie, énormément de pays pensent exactement comme Vladimir Poutine. Énormément de pays pensent que le monde a été colonisé par les puissances occidentales pendant plusieurs siècles et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une nouvelle hégémonie, qu'elle soit américaine, européenne ou autre, puisque ça nous renverrait finalement à l'époque terrible, évidemment, des colonies, des empires, etc. Le paradoxe de tout ça, si je peux me permettre, c'est que Vladimir Poutine se comporte exactement comme un colon, en réalité. Et quand il va en Afrique avec le groupe Wagner, par exemple, donc un groupe paramilitaire qui destitue, place des gouvernements, parfois fantoches, parfois non, mais en tout cas qui influent sur la politique en Afrique, quand il fait ça, il fait ni plus ni moins qu'une forme de néocolonialisme, en réalité. À sa façon, certes, mais il le fait quand même. Donc bref, en attendant, il avait construit ce modèle-là, ce système-là, et il s'avère que de plus en plus, il se retrouve isolé, en réalité, puisque cette guerre crée une crise économique mondiale, que énormément de pays, et je pense notamment là pour le coup à la Chine, ne peuvent pas suivre Vladimir Poutine dans son entreprise de destruction de l'Ukraine, et on assiste peu à peu à ces géants, finalement, à un éloignement de ces géants de la Russie. Et je pense notamment, récemment, on a eu une conférence à Samarkand, en Ouzbékistan, qui a réuni les pays de la coopération de Shanghai, organisation que Vladimir Poutine chérit énormément, puisque sont présents énormément de pays qu'on pourrait qualifier de non-alignés. En tout cas, c'est des pays puissants, mais non occidentaux. Et parmi ces pays, donc on avait évidemment la Russie, donc présent à Samarkand, on avait l'Inde, et on avait la Chine. Et évidemment, pour Vladimir Poutine, la Chine et l'Inde apparaissent comme des alliés très précieux, puisque la Chine ambitionne d'être la première puissance mondiale tout court d'ici 2049, donc pour fêter le centenaire de la révolution de 1949 de Mao. Et l'Inde, évidemment, est un géant en devenir. Beaucoup de spécialistes, d'économistes le disent. Et il s'avère que ces deux géants, ce jour-là, n'ont pas affiché un soutien franc et massif à Vladimir Poutine, pas du tout. Au contraire, ils l'ont fait, pour le symbole, ils l'ont fait attendre lors des conférences de presse, etc. Ça, c'est une chose, mais c'est souvent un révélateur. Et derrière, ils lui ont mis, en tout cas verbalement, la pression en disant qu'il fallait que cette guerre cesse le plus rapidement possible. Lui, visiblement, l'a pris au pied de la lettre, mais pas dans le sens qui est audible, visiblement, puisque quelques heures après, il a annoncé la mobilisation partielle et les référendums. Donc une façon finalement d'essayer d'aller très vite, mais qui, pour le moment en tout cas, ne résout pas la guerre. Il y a quelque chose qui me semble très intéressant dans votre livre, c'est, alors parce que vous êtes un spécialiste de la Russie, vous parlez russe, vous avez séjourné des mois, voire peut-être des années même en Russie, et vous proposez finalement une démarche géopolitique et géographique très intéressante, qui consiste à dire, pour comprendre la politique internationale russe, il faut déjà comprendre les dynamiques internes du pays. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, finalement, les dynamiques internes à l'immense territoire et à l'immense pays qu'est la Russie peuvent nous donner des clés de lecture dans la compréhension de son positionnement international? Complètement. Il faut bien comprendre, je crois que c'est l'une des originalités du livre, justement, c'est de partir vraiment de la géopolitique interne de la Russie pour comprendre son fonctionnement à l'étranger. La Russie, c'est une fédération aux 85 régions, alors 83 selon l'ONU, évidemment, qui ne reconnaît pas la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, bien entendu. Mais nous, pour une facilité de compréhension, dans cet entretien, on va parler de 85 régions, ça permet de mieux comprendre justement les dynamiques. Et donc, ces 85 régions, elles sont toutes soumises à l'État central. Et en fait, la façon dont l'État central gère ces régions renvoie directement à l'époque féodale et impériale de la Russie. C'est-à-dire, en gros, à l'époque des tsars, d'avant 1917, et à l'époque soviétique, de 1917 à 1991. Et cette dynamique, en fait, c'est tout simple. C'est qu'elle dit, en gros, le Kremlin demande l'allégeance à toutes les régions,
qu'importe les ethnies présentes, les confessions, les cultures, etc. Et en échange, ces peuples peuvent vivre tranquillement. En gros, il y a une forme de pacte informel qui est mis en place. Et il s'avère qu'en Russie, actuellement, on a 22 républiques parmi ces 85 régions. Donc les républiques en Russie, c'est très important. Souvent, le public français ne les connaît pas, et c'est bien normal, on comprend la distance, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Ces 22 républiques, en fait, ce sont des sujets de la Fédération de Russie. En russe, on dit subjekti. Donc vraiment, c'est le mot sujet qui est utilisé. Donc ça renvoie véritablement à l'époque féodale et impériale. Et donc ces sujets ont leur propre langue, leur propre ethnie, leur propre culture, leur propre histoire, souvent dissociée de la culture, de l'histoire de la religion russe. Et donc, un exemple tout bête que tout le monde là pour le coup connaît, c'est la Tchétchénie. Beaucoup de gens ont longtemps cru que la Tchétchénie ne faisait pas partie même de la Fédération de Russie. En réalité, dans l'imaginaire collectif, c'était ainsi. Et pour cause, la population tchétchène est composée donc, de Tchétchènes qui parlent tchétchène, qui sont musulmans, qui ont un chef, donc Ramzan Kadyrov, qui fait souvent des siennes sur les réseaux sociaux en donnant la sensation d'être le leader de son propre pays finalement. Il y a des couleurs tchétchènes, enfin bref. Finalement, tous les attributs d'un État, sauf, évidemment, la politique étrangère, sauf l'armée, et sauf une indépendance totale d'un point de vue économique. Mais pour le reste, c'est finalement pas grand-chose en réalité, mais pour le reste, en tout cas, il y a une autonomie à l'échelle locale. Et ce système de don contre don, à savoir ces républiques doivent allégeance à l'État central, en échange de quoi elles ont la possibilité de vivre normalement, ça montre bien comment fonctionne Vladimir Poutine et comment il cherche à imposer son pouvoir à l'échelle, au sein même de la Fédération de Russie. Parce que le cauchemar de la Russie, le cauchemar de Vladimir Poutine, ce serait que ces républiques se révoltent, ces peuples des républiques se révoltent un jour, et disent, mais en fait, nous ne sommes pas russes, nous n'avons pas envie de rester dans la Fédération de Russie, et alors, ça engendrerait une forme de morcellement de la Fédération de Russie, et ça pourrait faire un effet domino, et ça explique notamment pourquoi il y a eu cette répression très forte des révolutions tchétchènes dans les années 90. Parce que si la Tchétchénie réussissait à prendre son indépendance, alors la Kalmoukie aurait voulu faire pareil, alors le Daghestan aurait voulu faire pareil, alors le Tatarstan également, et pareil pour les autres républiques. Donc, si on comprend ce système-là en interne, alors on comprend la façon dont fonctionne Vladimir Poutine dans l'espace post-soviétique. On comprend, parce qu'il faut bien se rappeler, avant, donc, l'espace post-soviétique, il est composé de 15 pays ex-soviétiques. Donc on a la Russie et on a les 14 autres pays soviétiques. Donc on a l'Ukraine, la Moldavie, on a les pays baltes, les pays d'Asie centrale, etc. Ces 15 pays, ils faisaient partie de l'Union soviétique, mais ils faisaient aussi avant partie de l'Empire des Tsars. Et donc pour un dirigeant comme Vladimir Poutine, qui arrive seulement 9 ans après la chute de l'URSS, donc seulement 9 ans, en fait, finalement, après la fin de la Russie impériale, en réalité, au sens large, il souhaite quelque part naturellement reconstruire cet espace naturel qui, en tout cas pour lui semble naturel, à savoir l'espace post-soviétique, mais qui regarderait du côté russe. Et donc, toutes les interventions militaires de la Russie depuis 2000 à peu près, enfin la grande majorité en tout cas, s'est déroulée dans l'espace post-soviétique. Et on peut penser évidemment à la Géorgie en 2008, on peut penser au Haut-Karabakh en 2020, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On peut penser à l'Ukraine en 2014-2022. On peut penser, si on va plus loin et qu'on élargit encore, à la façon dont Vladimir Poutine déploie son influence au Bélarus, avec la pression qu'il met sur Loukachenko régulièrement, etc. etc., etc. Donc, Vladimir Poutine se comporte véritablement comme un néocolon, comme quelqu'un qui serait à la tête d'un empire qui chercherait à être reconstruit. Malheureusement, je pense pour lui, le monde a bien changé depuis 1991. L'URSS était le dernier empire de la planète, et on a la sensation que vainement, finalement, il cherche à le reconstruire. Et c'est en ce sens, toute cette explication avait pour objectif de montrer justement que la politique interne qu'il mène justement en Russie est transposée finalement régulièrement dans l'espace post-soviétique. Mais finalement, avec les échecs peut-être relatifs que l'armée russe essuie sur le front, avec l'isolement quand même du pays sur la scène internationale, vous parlez dans votre livre d'une érosion possible, je vous cite, du poutinisme. Est-ce que c'est une
tentative d'auto-persuasion, je ne parle pas simplement pour vous, mais en règle générale de certains observateurs, de certains spécialistes de la Russie, ou est-ce qu'au contraire on assiste quand même à un échec, ou en tout cas une érosion progressive du pouvoir de Vladimir Poutine? Je pense que Vladimir Poutine a commis plusieurs erreurs stratégiques depuis le 24 février. Et je pense qu'il a commis des erreurs majeures à l'échelle de son pouvoir depuis 2000. Globalement, il avait, entre 2000 et 2014, réussi à remettre la Russie sur le devant de la scène internationale, à redorer le blason de la fédération, à rendre à nouveau à la fois la Russie puissante, mais aussi la Russie attractive. Il avait notamment organisé des grands événements sportifs, on pense au JO de Sochi, au Mondial de foot 2018, qui ont braqué finalement les projecteurs du monde entier sur la Russie et ont permis au monde de se rendre compte que finalement, on était quand même loin du chaos des années 90, on était loin de ce qu'on décrivait de la Russie pauvre, en difficulté, etc. Donc finalement, l'image avait un peu changé. Et il avait réellement construit un narratif positif, et finalement, c'était une victoire à lui attribuer. À partir de 2014, évidemment, les choses ont changé, et ces velléités, finalement, néo-impériales, se sont concrétisées, sur les territoires post-soviétiques. Alors c'était déjà le cas un peu, évidemment, avec la création d'États fantômes. Je ne les ai pas évoqués tout à l'heure, mais c'est assez important. Donc je pense à l'Abkhazie, à l'Ossétie du Sud. Je pense aussi à la Transnistrie et au Karabakh qu'on a évoqué tout à l'heure. Ces États fantômes, justement, servaient, ces États gelés, c'est des États non reconnus, des États de facto, qui ne sont pas reconnus par les instances internationales, mais qui existent et qui sont souvent financés par le Kremlin. Et ils servaient, en fait, de zone tampon entre le Kremlin et l'espace post-soviétique pour permettre à Vladimir Poutine de garder une influence à l'échelle locale. Néanmoins, ces conflits étaient gelés. À partir de 2014, il les a réchauffés. Il a utilisé l'armée, il a annexé la Crimée, il a créé 2 républiques autoproclamées fantoches, Lugansk et Donetsk, et il s'est peu à peu isolé finalement des puissances occidentales, et il s'est retrouvé en difficulté globalement à l'échelle internationale. Et évidemment, l'erreur majeure reste, encore plus que la prise de la Crimée, reste l'invasion du 24 février, puisque sur le terrain, là on le voit, tous les signaux l'indiquent, il a mal jugé la réalité du terrain. Il pensait qu'il allait être accueilli par les populations russophones d'Ukraine comme un héros finalement, comme quelqu'un qui allait libérer ces populations. Or, si évidemment, à certains endroits, ça a été le cas, bien sûr, mais la majorité n'a visiblement clairement pas suivi cette arrivée russe. Et tout son narratif qui avait été pensé finalement depuis 2000, c'était de dire les populations russophones de l'ex-URSS sont favorables, quoi qu'il arrive, à mon régime. Ces populations russophones sont les nôtres. Il disait « Nash Liud », nos gens, ce sont nos compatriotes de l'étranger. Il pensait qu'elles allaient le suivre dans cette démarche, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est la première erreur. Il a cru qu'il allait être soutenu, il n'a pas été. Il a cru, deuxième erreur, que son armée allait être suffisante pour prendre un pays entier de la taille de l'Ukraine, qui est un pays gigantesque, le plus grand pays post-soviétique en dehors, évidemment, de la Russie. Et pareil, son armée s'est à nouveau, comme je le disais, s'est cassé les dents face à ce qu'il n'imaginait pas possible, à savoir une alliance des puissances occidentales derrière l'Ukraine. Donc il a réussi à reconstruire l'OTAN, à ressusciter l'OTAN, ce qui est quand même assez incroyable. Il a réussi à faire en sorte que tous les 27 de l'Union européenne s'unissent et sanctionnent en même temps la Russie, sans qu'il y ait véritablement de débat, en fait, ou en tout cas de personnes qui proposent une alternative, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Et finalement, il s'est retrouvé de plus en plus isolé. Et le problème, c'est que là, il n'est plus isolé uniquement vis-à-vis des puissances occidentales. On l'a vu, il est isolé notamment relativement, mais vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Évidemment, je précise quand même, c'est important, c'est encore difficile de savoir à quel degré cet isolement existe. Probablement que si jamais il calme le conflit, il sera à nouveau soutenu, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et le problème, là, c'est surtout qu'il commence à être isolé à l'échelle nationale. Et ça, c'est assez nouveau, parce que jusqu'à présent, il y avait quand même un consensus derrière lui, un consensus à la fois des élites, mais aussi de la population. Depuis la mobilisation partielle, c'est ce que je disais tout à l'heure, la guerre est rentrée dans tous les foyers russes,
Et on s'est rendu compte que le patriotisme et le poutinisme avaient ses limites, finalement. Et ces limites, c'est, encore une fois, on y revient, mais c'est la réalité du terrain. Visiblement, beaucoup d'hommes russes n'ont pas envie d'affronter cette réalité, n'ont pas envie d'aller dans l'Est ukrainien, n'ont pas envie, finalement, de mourir pour l'idée de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est quand même un aveu d'échec. Et ensuite, à l'échelle des élites, on observe quand même que Vladimir Poutine est clairement tiraillé. On a justement certaines personnes à la tête de milices ou de certaines républiques, je pense alors évidemment au chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, et à Yevgeny Prigojine, donc le chef de la milice Wagner, qui se prononcent régulièrement depuis plusieurs semaines en disant que l'opération militaire sur le terrain se déroule mal, qu'il faut que, en gros, Kadyrov et Prigojine prennent potentiellement les rênes pour pouvoir améliorer la situation sur le terrain, etc., etc. Évidemment, Vladimir Poutine n'est pas prêt à ça. Alors, il a promu récemment Ramzan Kadyrov, mais il a légèrement calmé Yevgeny Prigojine. On sent bien qu'il est tiraillé, qu'il est en difficulté. Et ça, jusqu'à présent, c'est nouveau, puisque jusqu'à présent, il y avait un consensus derrière lui. Il y avait un consensus des élites qui le soutenaient, qui ne critiquaient pas sa politique, qui avaient tendance à le glorifier, en réalité. Et on voit certaines failles apparaître. Il y aurait évidemment plein d'autres choses à montrer. Je pourrais parler de ces dizaines d'oligarques qui ont été assassinés depuis le début du conflit, ce qui révèle à nouveau que certaines personnes s'opposaient visiblement au régime, même si elles ont été tuées, ces personnes reste qu'il y avait une opposition. On peut parler des manifestations qu'il y a eu dans les républiques, mais aussi un peu partout en Russie depuis l'annonce de la mobilisation partielle. On peut parler de ces femmes de soldats qui, voyant les corps de leurs fils revenir, commencent aussi à dire que ce n'est pas leur guerre et que c'est une guerre politique, qu'il faudrait qu'elle cesse, etc. Voilà, autant de signaux, alors plus ou moins faibles, parce que là, je pense qu'on n'est plus au stade de signaux faibles, à mon sens. On est passé à un autre stade qui laisse penser que Vladimir Poutine est en grande difficulté, et là je pèse mes mots quand je dis grande difficulté, et qu'il joue à la fois sa victoire militaire sur le terrain, mais je pense aussi qu'il joue clairement son poste au sommet de la Fédération de Russie.